Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, nous examinons le sujet suivant qui porte le titre Structure du psychisme. Sur cette diapositive, vous pouvez voir le plan de notre cours magistral. Tout d'abord, nous considérons la structure du psychisme du point de vue de la psychanalyse de Freud. Puis, nous envisageons la structure du psychisme proposée par les psychologues russes. Et enfin, nous parlons de la conscience comme le niveau le plus haut de l'activité psychique de l'individu en tant qu'un être social. Selon Freud, notre psychisme est constitué de trois parties, le ça, le moi et le surmoi. Ces termes, comme beaucoup d'autres issus de la psychanalyse, ont trouvé leur chemin dans notre vocabulaire courant, mais bien que vous avez pu les entendre, vous pourriez ne pas en connaître leur sens original. Le ça est la source de nos puissantes pulsions ou énergies sexuelles et agressives. Il est essentiellement l'animal qui sommeille en nous. L'énergie ou la pulsion contenue dans le ça est la libido, une moins importante source d'énergie qui était théoriquement moins développée par Freud est l'instinct de mort ou thanatos. Ces deux instincts essentiels en lutte permanente l'un contre l'autre nous font tendre d'une part vers la vie et la réalisation de nous-mêmes et de l'autre vers la mort et la destruction. Le ça opère en fonction du principe de plaisir avec comme objectif prioritaire de maximiser le plaisir et d'éliminer toute source ou forme de tension ou de conflit. Les fins du plaisir, particulièrement dominants durant l'enfance, sont souvent en conflit avec les normes et les règles sociales. Le ça traite l'information d'une façon qui lui est caractéristique et que Freud a désigné par le concept de processus primaire, mode réflexif, très émotionnel, irrationnel, illogique, saturé de fantasmes et essentiellement soucieux de sexe, d'agression, d'égoïsme et d'envie. Heureusement pour nous, selon la perspective freudienne, les pulsions égoïstes et parfois dangereuses du ça sont sous contrôle et en réalité, seulement quelques mois après notre naissance, nous savons déjà que nous devons adapter la réalisation de nos besoins essentiels aux exigences du monde réel. Autrement dit, nous devons trouver les moyens de satisfaire nos besoins élémentaires sans porter préjudice à notre entourage. Dit de façon plus succincte, nous devons agir avec réalisme. La partie de notre psychisme qui assure un comportement réaliste de notre part est le moi qui opère selon le principe de réalité au lieu du principe du plaisir. Les opérations cognitives ou styles de pensée du moi sont caractérisées par la logique et la raison et sont désignées comme processus secondaires par contraste avec les processus primaires, réflexifs, illogiques et irrationnels du ça. La troisième structure importante de l'esprit, le surmoi, ou ce que nous désignerions par la conscience, représenter les principes moraux instillés en nous par nos parents et notre culture. C'est cette petite voix en nous qui nous rappelle à l'ordre quand nous faisons quelque chose de répréhensible. Étant donné que le travail du surmoi consiste à constater les pulsions agressives, dangereuses et sexuelles du ça, les sources essentielles de nos conflits internes, nous sont d'ores et déjà apparentes. Le rôle du moi est celui de médiateur des conflits qui oppose le ça et le surmoi en équilibrant les exigences
de ces dernières pour les faire correspondre et les adapter aux réalités du monde. Le moi est en quelque sorte le directeur exécutif ou le gestionnaire de notre cerveau. Quand ce travail de médiation du moi s'effectue correctement, nous pouvons poursuivre normalement notre vie et l'orienter vers des horizons intellectuels et créatifs progressivement plus élevés. Quand ce travail de médiation échoue, le conflit nous submerge et devient l'origine du développement d'un trouble psychologique. Freud pensait que le ça et le surmoi étaient presque entièrement inconscients. Nous ne serions en fait totalement conscients que des mécanismes secondaires du moi, ce dernier ne représentant qu'une partie relativement tenue de notre psychisme. Pour expliquer les processus inconscients, Freud a conceptualisé les constituants structuraux du psychisme, c'est-à-dire le ça, le moi, le surmoi. La corrélation de la conscience et de l'inconscient a été élaborée par Freud. Selon lui, l'inconscient est l'activité psychique se déroulant hors de la sphère consciente dans l'esprit d'un individu qui comprend le système des objectifs. Les orientations, les motifs formant le noyau énergétique de la personnalité. Le subconscient est représenté par les souvenirs émotionnels dont on se rend compte ayant appliqué les techniques de la psychanalyse. Le préconscient est la partie superficielle de l'appareil psychique qui se trouve à la périphérie du champ de la conscience et lui reste immédiatement accessible, par exemple la perception au-dessus, au seuil, et le schéma de la réalisation des actions automatiques. Et la conscience, qui est le contenu réflexif de la conscience, qui peut être soumis à la régulation volontaire. Les psychologues russes ont élaboré la structure du psychisme de la personnalité qui comprend, premièrement, les processus psychiques, c'est-à-dire les phénomènes psychiques assurant la réflexion primaire et la prise de conscience de la réalité objective par l'individu. Deuxièmement, les états psychiques. C'est un certain niveau de la capacité du travail et de la qualité du fonctionnement du psychisme de l'individu qui est lui propre à chaque moment. Troisièmement, les propriétés psychiques. Des particularités permanentes et constantes de la personnalité qui assurent le niveau du comportement et de l'activité typique pour cet individu. Et enfin, les formations psychiques, c'est-à-dire les phénomènes psychiques formés au cours de l'acquisition de l'expérience pour l'individu, se caractérisant par une combinaison spécifique des connaissances, des pratiques et des savoirs. Nous commençons à envisager les processus psychiques. Les processus psychiques, on peut partager en trois groupes. Les processus cognitifs, ce sont des sensations, la perception, la mémoire, les représentations, la pensée, l'attention, l'imagination. Les processus émotionnels comprennent les émotions, les sentiments et les processus communicatifs. Les processus cognitifs comprennent beaucoup de processus psychiques tels que sensation, perception, attention, mémoire, pensée, imagination. La sensation est un processus psychique élémentaire de la réflexion de certaines caractéristiques des phénomènes et des objets de la réalité, y compris les états intérieurs de l'organisme,
pendant la réaction des récepteurs sensoriels aux stimuli. La réflexion est la faculté universelle de la substance de reproduire avec un certain degré de l'adéquation des caractéristiques, la structure et des liens d'autres objets. Le récepteur sensoriel est une structure organique située sur la surface du corps et à son intérieur d'un organisme vivant capable d'être activé par un stimulus psychique, par exemple, physique, chimique, mécanique. En réponse à ce stimulus, le récepteur peut amorcer une transduction par potentiel électrochimique ou potentiel d'action sur la même cellule ou sur une cellule adjacente. La sensation est la sphère des processus cognitifs qui délimitent les phénomènes psychiques et prépsychiques. La sensation est la présence primaire, consciente, du fragment informe et vague d'une certaine modalité, la couleur, la lumière, le son, l'attouchement. Les organes sensoriels sont des organes du corps destinés à la perception, au traitement et à la conservation de l'information. Des canaux à l'aide desquels l'information pénètre dans la conscience humaine. Les organes des sens donnent à l'individu la possibilité de s'orienter dans le monde qui l'entoure. Dès la naissance, les organes des sens ou les analyseurs humains perçoivent et traitent les énergies diverses sous la forme des stimuli, par exemple physique, mécanique, chimique et d'autres. Le stimulus est n'importe quel facteur capable de susciter sa réaction. La réaction est la réponse de l'organisme au stimulus. La base physiologique de la sensation est un processus nerveux apparaissant au moment de l'action du stimulus à un analyseur adéquat. La notion analyseur proposée par Ivan Pavlov désigne le complexe des structures efférentes et afférentes participant à la perception, au traitement, à la réaction aux stimuli. Afférent est le processus qui va de l'extérieur vers l'intérieur, de la périphérie du corps au système nerveux central. Efférent est le processus qui va de l'intérieur vers l'extérieur du système nerveux central à la périphérie du corps. Maintenant, nous parlons de la perception, le processus cognitif suivant. La perception est une faculté biophysique ou physio-psychologique qui désigne le reflet dans la conscience des objets et des phénomènes dans l'ensemble de leurs propriétés et leurs constituants par l'intermédiaire des sens. Le résultat de la perception est la création d'une image et d'un objet ou d'un événement. L'image est une vision du monde généralisée, par exemple des objets ou des phénomènes, qui est le résultat du traitement de l'information concernant la réalité objective qu'on reçoit par les organes des sens. La base physiologique de la perception est un processus physiologique réflectif. Ivan Pavlov a montré que la perception se base sur les réflexes conditionnels, sur les liens nerveux temporaires qui se forment dans le cortex cérébral après l'action des objets et des phénomènes de la réalité aux récepteurs. Cela se manifeste comme des stimuli complexes. L'analyse et la synthèse de ces stimuli complexes se font
au noyau des analyseurs. L'analyse assure l'isolement de l'objet sur le fond, la synthèse de ses propriétés et la perception de l'objet comme une image complète. Si on parle des propriétés de la perception, il faut les partager en deux groupes. Le premier groupe est formé par les propriétés qui caractérisent la productivité de la perception comme un processus psychique cognitif. Ce sont les quotients de la productivité, de la qualité et de la sûreté du système perceptif. L'ampleur de la perception, la quantité des objets qui peuvent être perçus par l'individu au cours d'une fixation. La précision de la perception, c'est-à-dire la correspondance de l'image qui apparaît aux particularités de l'objet perçu. La complétude de la perception, c'est-à-dire le degré de la correspondance de l'image qui apparaît aux particularités de l'objet perçu. La rapidité de la perception, c'est-à-dire le temps qui est nécessaire à la perception adéquate des objets et des phénomènes. Le deuxième groupe est formé par les propriétés propres à un tel ou tel degré à tous les processus cognitifs qui caractérisent la nature du processus de la perception. Ce sont la constance de la perception, c'est-à-dire la faculté de percevoir les objets et de les voir relativement constants du point de vue de leur taille, leur forme, leur couleur, dans les conditions changeables de la perception. L'intelligence de la perception, c'est la faculté d'attribuer à l'objet perçu un certain sens, de le nommer, de la rapporter à une certaine catégorie de la langue conformément à la connaissance de cet objet et de son expérience. La structuration de la perception, c'est la faculté de la perception humaine d'unir des stimuli en structure complète et simple. L'intégrité de la perception, c'est la faculté sensorielle et noétique de la reconstruction de certains éléments de l'objet en une image complète. L'objectivité de la perception, c'est la faculté de rapporter l'image perçue aux objets réels. La généralisation de la perception, c'est la réflexion des objets concrets comme la manifestation de ce qui est propre à toute une classe des objets similaires d'après un certain facteur. Si on parle de la classification des perceptions d'après les types, leur différence consiste en prédominance des analyseurs qui participent à la perception. Les perceptions peuvent être visuelles, auditives, tactiles, kinesthétiques, odoratives, gustatives. Les processus sensoriels et perceptifs assurent la réflexion de la réalité comme le résultat de l'action des signaux extérieurs aux organes de sens. Les sensations reflètent les aspects différents de la réalité et la perception reflète les objets gardant leur intégrité. Les images perceptives sont souvent nommées les images primaires. La mémoire, les processus de la représentation et de l'imagination opèrent les images secondaires, les résultats de la fixation, de la reproduction et de la transformation des images primaires. Les images secondaires forment le système de l'expérience personnelle et la base du fonctionnement de la pensée. La pensée est le processus de la connaissance médiate et généralisée de la réalité. Le résultat du processus de la connaissance est la nouvelle connaissance subjective qui
qui ne découle pas de l'expérience médiate. L'attention. L'attention peut être définie comme un processus psychophysique en tant que caractérise les particularités dynamiques de l'activité cognitive qui se manifeste par sa concentration sur la partie étroite de la réalité extérieure ou intérieure qui est conçue en ce moment et attire les forces psychiques et physiques de l'individu au cours d'une période concrète de temps. Les propriétés principales de l'attention. Premièrement, la stabilité. La stabilité de l'attention se manifeste dans la capacité de se concentrer pendant une période assez longue sur un objet concret dans se détacher. Deuxièmement, la concentration. La concentration de l'attention, notion contraire, et la distractivité se manifeste par les différences du degré de la concentration de l'attention sur quelques objets et de son détachement des autres. La commutativité est la capacité de concentrer l'attention soit à un objet, soit à un autre, soit à une activité, soit à une autre. La propriété suivante de l'attention, la distribution. La distribution de l'attention consiste en faculté de disperser l'attention sur un espace assez vaste, complissant parallèlement quelques activités ou quelques actions différentes. Et enfin, l'ampleur de l'attention est définie par la quantité de l'information gardée pendant l'état de l'attention la plus concentrée. On distingue les types de l'attention. Le premier type de l'attention, l'attention naturelle, est une propriété innée qui est donnée à l'individu sous la forme de la faculté de réagir sélectivement aux stimuli intérieurs et extérieurs qui portent une nouvelle information. Le mécanisme qui assure cette attention est appelé le réflexe d'orientation. Le type suivant, l'attention socialement conditionnée, se forme au cours de toute la vie. Elle est le résultat de la régulation volontaire du comportement. Elle est liée à la réaction sélective et conçue aux objets. Le type suivant, l'attention directe. L'attention directe est dirigée par l'objet auquel elle est attachée. L'objet correspond aux intérêts et aux besoins actuels de l'individu. Le quatrième type de l'attention indirecte ou médiate, est dirigée par les moyens spéciaux tels que les gestes, les paroles, les signalétiques, les objets. Le cinquième type, l'attention involontaire, n'est pas liée à la volonté que l'attention volontaire comprend obligatoirement. Et enfin, l'attention sensuelle est liée primordialement aux émotions et au travail sélectif des organes du sens, tandis que l'attention intellectuelle exige la concentration et l'orientation de la pensée. Maintenant, nous parlons de la mémoire. Les impressions sur la réalité que l'individu reçoit laissent une certaine empreinte qui est gardée, mémorisée et reproduite en cas de la nécessité. Ces processus sont appelés la mémoire. La mémoire peut être définie comme la faculté d'acquérir, de garder et de reproduire l'expérience de vie. Le discours humain est un procédé important de la mémorisation, de la conservation de l'information sous la forme de tests et des notes techniques différentes.
La mémoire indirecte est liée à l'utilisation de différents moyens de la mémorisation. L'homme a trois espèces de la mémoire arbitraire. La mémoire arbitraire est liée au contrôle volontaire de la mémorisation. La mémoire logique est liée à l'application de la logique. La mémoire humaine est un processus psychophysiologique accomplissant les fonctions suivantes: la mémorisation, le stockage et la reproduction de l'information. Il y a des gens, par exemple, qui ont du mal à retenir l'information, mais ils reproduisent facilement et gardent dans la mémoire l'information retenue pendant longtemps. Ces individus ont la mémoire à long terme bien développée. Au contraire, il y a des gens qui mémorisent l'information sans difficulté, mais ils oublient facilement tout ce qu'ils avaient retenu. Ce sont des gens ayant une mémoire à court terme et une mémoire opérative bien développée. Si on parle des régularités psychologiques de la mémoire, il faut dire que le célèbre scientifique allemand Hermann Ebbinghaus, se basant sur la théorie associative, a pu recevoir des données bien intéressantes concernant les régularités de la mémorisation. Et enfin, l'imagination. L'imagination, la capacité innée et le processus d'inventer un champ personnel, partiel ou complet, à travers l'esprit à partir d'éléments dérivés de perceptions sensorielles de l'existence commune. Maintenant, nous parlons des processus émotionnels. Les processus émotionnels assurent l'attitude sélective de l'individu aux aspects différents de l'activité. La fonction psychologique des émotions consiste en appréciation des phénomènes de la réalité objective et des résultats du comportement de l'individu. Intérieurement, cette appréciation se manifeste sous la forme des émotions et extérieurement sous la forme de l'expression émotionnelle. Les émotions sont une forme spécifique de la manifestation de la fonction réflexive du cerveau qui est apparue au cours de l'évolution. Elle reflète l'importance personnelle des stimuli extérieurs et intérieurs, des situations, des événements. En psychologie, les émotions manifestent l'attitude de l'individu à quelque chose, aux circonstances, à d'autres gens, à soi-même. Le philosophe allemand Immanuel Kant a proposé de diviser les émotions en sténiques qui améliorent l'activité et en asthéniques qui l'affaiblissent. Les émotions sont aussi positives ou agréables et négatives ou désagréables. Du point de vue de la phylogénèse, la satisfaction et l'insatisfaction sont des émotions qui dirigent le comportement de l'homme et de l'animal au rapprochement avec la source du contentement ou à l'évitement de la source du mécontentement. D'autres émotions positives telles que la joie, le ravissement, ou négatives, par exemple la colère, le chagrin, la peur, sont beaucoup plus compliquées. On peut différencier les émotions du point de vue de leur intensité, de leur durée et du degré de la compréhension des raisons de leur apparition. D'après ce facteur, on distingue les humeurs, les émotions,
et les affects. L'humeur est un état émotionnel stable dont l'individu ne comprend pas les raisons. Les émotions durent moins, mais manifestent de la manière plus voyante de telles émotions que la joie, le chagrin, la peur, etc. D'habitude, c'est le résultat de la satisfaction ou de l'insatisfaction des besoins, leurs raisons sont comprises. L'affect est un état émotionnel intense qui surgit subitement provoqué par un stimulus fort ou important pour l'individu. Le plus souvent, c'est le résultat du conflit. Les gens manifestent leurs sentiments différemment. C'est pourquoi on peut les caractériser du point de vue de leur expressivité. Plus les gestes, la voix, la lyrique manifestent les émotions de la personne, plus elle est expressive. L'absence de la manifestation extérieure des émotions montre que la personne sait les cacher, ce qui peut devenir la cause de la forte tension psychique qui influence négativement sur la santé. La compréhension quotidienne de ce mot, un sentiment, est si large qu'il perd sa signification concrète. Dans le sens le plus strict, un sentiment est l'expression par l'individu de son attitude appréciative, positive ou négative, envers un objet ou un phénomène. À la différence des émotions qui sont passagères, les sentiments peuvent durer toute la vie. Les sentiments sont souvent exprimés à travers certaines émotions qui dépendent de la situation ou de la personne envers laquelle on éprouve les sentiments. Ainsi, il est bien difficile de trouver une corrélation entre les émotions et les sentiments. La même émotion peut exprimer les sentiments différents, de même que le même sentiment peut être manifesté par les émotions différentes. Une place à part est occupée par les sentiments nommés supérieurs, ce qui reflète le monde spirituel de l'individu et sont liés à l'analyse, le raisonnement et l'évaluation de ce qui se passe. On distingue les sentiments moraux et les sentiments esthétiques. Les sentiments moraux comprennent avant tout la camaraderie, l'amitié, l'amour, qui reflètent le degré de l'attachement aux gens, la nécessité de communiquer avec eux. Les sentiments esthétiques manifestent l'attitude de l'individu à ce qui est beau ou laid. Ils sont liés à la compréhension de la beauté, de l'harmonie. Le troisième groupe des processus psychiques est formé par les processus communicatifs qui assurent les relations entre les gens, l'expression et la compréhension des pensées et des sentiments. On distingue la communication verbale et non verbale. La langue est un système de signes, des images acoustiques corrélées au système des significations, c'est-à-dire des notions. Le signe linguistique représente l'unité du signifié et du signifiant. Les significations subjectives forment le sens. Le discours représente l'utilisation de la langue afin de la régulation des interactions des gens. La transmission de n'importe quelle information est possible par l'intermédiaire des systèmes de signes. La communication verbale utilise le langage humain comme le système des signes. Il existe plusieurs systèmes de signes. La communication non verbale utilise d'autres systèmes de signes que les mots. Mais nous parlons plus profondément de la communication, pas aujourd'hui. La communication non verbale représente
la transmission de l'information à l'aide des poses, de la mimique, etc. Les psychologues parlent aussi des composants non verbaux de la communication verbale qui assurent l'expression des émotions en discours, la compréhension de l'état émotionnel du parlant et du sens subjectif des propos. Le timbre ou la tonalité de la voix, l'intonation, la hauteur, etc. Maintenant, nous passons aux états psychiques. C'est le niveau suivant, ou bien le composant suivant de la structure du psychisme. Les états psychiques, un certain niveau de la capacité du travail et de la qualité du fonctionnement du psychisme de l'individu qui lui est propre à chaque moment. Il s'agit de l'activité, la passivité, la vivacité, la fatigue, l'apathie, l'euphorie. Les états psychiques sont des structures complexes qui sont plus stables que soi et la conscience. En termes simples, c'est notre activité ou passivité. Cela se manifeste par exemple en action. Aujourd'hui, vous pouvez facilement effectuer le même travail qui a été torturé pendant toute la journée passée. Ce sont des paires, distraction, attention, irritation, délectation, enthousiasme, indifférence. Le niveau suivant de la structure du psychisme, les propriétés psychiques. Les propriétés psychiques, c'est-à-dire la partie la plus stable et la plus établie de notre psychisme, qui assure le niveau du comportement et de l'activité typique pour cet individu. L'orientation des besoins, les motifs, les objectifs, le tempérament, le caractère, les capacités, les talents, l'humeur sont toutes les caractéristiques de ce groupe. Voilà les définitions des termes que vous voyez sur cette diapositive. Orientation des besoins, c'est l'ensemble des besoins et des motifs de la personnalité définissant l'orientation de son comportement. Le caractère, c'est l'ensemble des facultés de la personnalité qui déterminent les réactions typiques aux circonstances de la vie. Le tempérament est la caractéristique dynamique des processus psychiques et du comportement d'un individu, la manière qui comprend la vitesse, la variabilité, l'intensité dont un individu réagit aux stimuli extérieurs. Les capacités sont des particularités individuelles qui influencent non seulement l'acquisition des connaissances, des savoirs et des pratiques des gens, mais aussi la réussite de l'accomplissement des activités différentes. Le niveau suivant, c'était le dernier niveau de la structure du psychisme. Nous allons parler des formations psychiques. Les formations psychiques, les phénomènes psychiques formés au cours de l'acquisition de l'expérience par l'individu, se caractérisant par une combinaison spécifique des connaissances, des pratiques primitives et compliquées et les savoir-faire primitifs et compliqués. Maintenant, je vous explique ce que c'est les connaissances. La connaissance ou ce que sont les connaissances. Les connaissances, on peut destiner comme l'effet concret les systèmes de notions,
les lois, les règles représentant les régularités, les généralisations théoriques et les termes de base. La pratique, c'est un mouvement automatiquement réalisé sans contrôle conscient et sans effort volitif. Et le savoir-faire et la connaissance des moyens qui permettent l'accomplissement des actions concrètes et d'une certaine activité comprenant ces actions. Et enfin, de notre cours magistral, nous parlons de la conscience, de ce phénomène de la conscience et de ses états. Au début du XXe siècle, on avait déjà la notion de deux niveaux du psychisme, la conscience et l'inconscient, dont l'étude est représentée dans les approches psychologiques différentes. La conscience signifie le niveau le plus haut de l'activité psychique de l'individu en tant qu'un être social. La conscience, c'est la faculté mentale qui permet d'appréhender de façon subjective les phénomènes extérieurs, par exemple sous la forme de sensations, ou intérieurs, tels que les états émotionnels, et plus généralement sa propre existence. La conscience peut être soumise à la régulation volontaire. On distingue, la psychologie contemporaine distingue différents états de la conscience, différenciés d'après le caractère des émotions et des facteurs comportementaux et psychophysiologiques. Le premier état, l'état inconscient, est un état extrémal qui se caractérise par l'enregistrement des réactions psychovégétatives, l'absence des manifestations des processus cognitifs et émotionnels. L'état suivant, l'état de la conscience, le sommeil, est un état qui sous-entend la présence des rêves différents dès les images concrètes ou séquences entières qui peuvent être retenues par la mémoire partiellement. La veille est l'état de la prise en conscience de la réalité objective et de soi-même, l'état accessible à l'auto-observation. Cet état comprend tout l'éventail des manifestations psychiques, la perception, le souvenir, l'attention, la pensée, l'autorégulation. Et enfin, les états modifiés de conscience. Il s'agit de l'hypnose et les états provoqués par les matières psychoactives telles que l'alcool et les drogues font un groupe à part. Il existe la typologie des états modifiés de conscience. L'état modifié de conscience est le moyen de l'adaptation de l'organisme au changement des conditions extérieures et intérieures. Ces états se divisent en apparaissant spontanément aux conditions ordinaires pour l'individu ou aux conditions extraordinaires mais naturelles, par exemple pendant l'accouchement, aux conditions extraordinaires ou extrémales de la vie ou du travail d'une personne saine. Provoquées exprès à l'aide des matières psychoactives telles que l'alcool et les drogues ou des procédures psychoactives, l'isolement sensoriel ou le surchargement
sensorielle. Ensuite, conditionné par l'application des psychotechniques. Ces techniques peuvent être divisées en incitantes et rassurantes. Ainsi, aujourd'hui, nous avons examiné la structure du psychisme sous différents points de vue et compris que le psychisme, c'est l'ensemble conscient ou inconscient, considéré dans sa totalité ou partiellement des phénomènes, des processus relevant de l'esprit, de l'influence et de l'affectivité et constituant la vie psychique qui est étudiée par la psychologie. Merci de m'avoir écouté.